Il y a des histoires qui vivent dans la pénombre, à la frontière entre le visible et le secret. Bienvenue sur Lumière et Ombre, la chaîne où nous enquêtons sur les mystères qui habitent cette frontière. Aujourd'hui, nous allons braquer les projecteurs sur les ombres de 4 des vols les plus spectaculaires de l'histoire. Nous n'allons pas seulement raconter ce qui s'est passé, nous allons plonger dans les détails, la psychologie et le génie derrière les plans qui ont laissé le monde bouche bée. Préparez-vous à découvrir l'enquête complète derrière le vol fantôme de Boston, la technique infaillible d'Anvers, l'ingénierie incroyable de Fortaleza et le saut dans l'obscurité de D.B. Cooper. Notre premier arrêt, Boston, au petit matin du 18 mars 1990. La ville célébrait la Saint-Patrick. Dans les rues, la fête. À l'intérieur du musée, Isabella Stewart Gardner, le calme. 2 hommes, portant des uniformes de police rudimentaires, s'approchent de l'entrée des employés. Par l'interphone, ils informent le gardien de sécurité, Rick Abbott, qu'ils ont reçu un appel concernant une perturbation dans la cour. Abbott, regardant le moniteur, voit l'insigne de la police et, rompant un protocole de sécurité fondamentale, ouvre la porte. Un des faux policiers dit qu'il le reconnaît et qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, lui ordonnant de s'éloigner du bureau et de l'unique bouton d'alarme. L'astuce fonctionne. En quelques secondes, les 2 gardiens sont menottés au sous-sol, sans qu'une seule alarme ne soit déclenchée vers le monde extérieur. Ce qui suit reste un mystère à ce jour. Pendant 81 minutes, les voleurs se promènent dans le musée. Mais ce ne sont pas des voleurs ordinaires. Ils ignorent les œuvres du Titien, l'un des artistes les plus précieux, mais passent du temps à découper de leurs cadres les œuvres de Rembrandt et de Vermeer. Ils emportent 13 pièces. Une étrange collection, qui comprend non seulement des peintures, mais aussi un ancien vase chinois, et même un petit ornement de bronze en forme d'aigle qui se trouvait au sommet d'un flambeau napoléonien. Pourquoi cette sélection? Qui était-il? La mafia? Des collectionneurs excentriques? Après 30 ans et une récompense de 10 millions de dollars, les cadres vides et le silence sont les seules réponses. Maintenant, allons au Centre mondial du diamant, Anvers, en Belgique, 2003. Ici, nous rencontrons Leonardo Notarbartolo. Pendant plus de 2 ans, il s'est fait passer pour un négociant bijoux italien, louant un bureau au sein même du Diamond Center. Il était sympathique, gagnait la confiance de tous, mais son véritable travail était d'espionner. Avec une caméra cachée dans un stylo, il a filmé la chambre forte principale, une forteresse souterraine considérée comme impénétrable, 10 niveaux de sécurité. La clé du coffre, par exemple, était si grande qu'elle était gardée dans une armoire à l'extérieur de la salle, dans une zone également surveillée. L'équipe de Notarbartolo, surnommée l'école des voleurs par la police, a créé des répliques parfaites de tout. Ils ont développé un bouclier en aluminium pour tromper le capteur de champ magnétique et ont utilisé de la laque pour cheveux pour couvrir temporairement les capteurs de chaleur et de mouvement. Le week-end du crime, ils sont entrés dans le bâtiment, ont désactivé l'alarme de la clé, ont pris la clé originale et sont allés à la chambre forte. Là, ils ont échangé les bandes du circuit interne contre des enregistrements d'un jour normal et ont passé des heures à ouvrir 123 des 160 coffres. Ils ont emporté plus de 100 millions de dollars. Le plan a été exécuté à la perfection, mais la chute est venue d'une erreur banale. Un membre du gang, nerveux, n'a pas brûlé les déchets de leur préparation. La police a trouvé les sacs et l'ADN de Notarbartolo sur un sandwich de salami a scellé son destin. Il a été arrêté, mais les diamants n'ont jamais été retrouvés et il prétend que le vol a été une imposture pour une fraude à l'assurance et qu'ils n'ont pris que 20 millions. La vérité? Seule l'école des voleurs la connaît. Notre 3e crime est une œuvre d'art d'ingénierie et de patience, ici, au Brésil. En 2005, un groupe d'hommes a loué une modeste maison à Fortaleza. Ils ont ouvert une entreprise de paysagistes servant de façade. Pendant 3 mois, les voisins ont vu l'équipe travailler d'arrache-pied, entrant et sortant avec des sacs de terre. L'excuse? Ils produisaient et vendaient didazon. La réalité? Ils retiraient environ 90 tonnes de terre d'un tunnel de 78 mètres creusé juste sous le nez de la ville. Ce n'était pas un simple trou. C'était une œuvre d'art. Entièrement revêtue de bâches plastiques et de poutres en bois, le tunnel disposait d'un éclairage électrique et d'un système de circulation d'air improvisé. Une équipe de 20 à 30 hommes, chacun avec sa spécialité, ingénieurs, excavateurs, électriciens, travaillaient par roulement. Ils étaient si méticuleux que le tunnel passait sous l'une des avenues les plus achalées de la ville sans causer le moindre centimètre d'affaissement de l'asphalte. Le 25 août, ils ont atteint leur destination. À l'aide de perceuses électriques industrielles et d'outils hydrauliques, ils ont percé 1,1 mètre de béton armé de treillasses d'acier pour entrer dans la chambre forte de la Banque centrale. Pendant le week-end, ils ont retiré 3,5 tonnes de billets usés et non serrillés de 50 reais, rendant l'argent impossible à tracer. La valeur,
164,7 millions de reais. Quand le crime a été découvert le lundi, le Brésil était en choc. La police a lancé une traque implacable et de nombreux membres du gang ont été retrouvés, mais la majeure partie de l'argent s'est évaporée. Et l'histoire est marquée par une malédiction. Beaucoup des impliqués connaissant une fin tragique. Pour conclure, le mystère le plus durable de l'aviation. 24 novembre 1971. Un homme d'une quarantaine d'années, en costume cravate, s'identifiant comme Dan Cooper, embarque sur un vol de Portland à Seattle. Il est discret, commande un bourbon soda. Puis, calmement, il tend un mot à une hôtesse de l'air. Pensant que c'est son numéro de téléphone, elle le glisse dans sa poche. Il se penche et murmure « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder ce mot. J'ai une bombe. » Les exigences étaient précises. 200 000 $ en billets de vin non marqués et 4 parachutes. Le choix de 4 parachutes fut un coup de maître. En exigeant plus d'un, il a fait croire au FBI qu'il pouvait prendre un otage, ainsi s'assurant qu'il ne saboterait pas l'équipement. L'avion a lundi à Seattle, l'argent et les parachutes ont été échangés contre les 36 passagers. Seuls les crewmen et Cooper ont de nouveau décollé, avec l'ordre de voler bas et lentement en direction du Mexique. Vers 20 h, au milieu d'une violente tempête et au-dessus d'une zone de forêt dense et glaciale, Cooper a fait son dernier geste. Il a envoyé les crewmen dans le cockpit, a abaissé l'escalier arrière du Boeing 723 et a sauté dans la nuit avec l'argent. Le FBI a enquêté sur plus de 800 suspects en 45 ans, dans l'opération la plus longue et la plus exhaustive de son histoire, mais n'a jamais trouvé la moindre preuve concluante. La seule trace fut 5 800 $ retrouvés par un jeune garçon en 1980. D.B. Cooper, comme il fut surnommé, n'a jamais été identifié. A-t-il survécu au saut? Ou la forêt garde-t-elle son secret? Il est le fantôme qui a commis le crime parfait. 4 crimes, 4 légendes qui ont testé les limites entre le génie et le crime. Chacun, à sa manière, un chef-d'œuvre d'audace. Mais maintenant, la question de lumière et ombre est pour vous. Lequel de ces plans était le plus génial? Celui du musée? Du coffre-fort? Du tunnel? Ou de l'avion? Laissez votre choix dans les commentaires. Cette enquête vous a plu? Alors, laissez un like pour éclairer notre travail et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains mystères que nous allons révéler. Le voyage continue dans une de ces 2 affaires qui apparaissent à l'écran. Il suffit de cliquer. Merci de votre compagnie, on se retrouve dans la prochaine ombre.